Bien, mes chers camarades, nous arrivons à la fin du congrès. Ah, moi aussi, j'en ai appris, Daniel, aujourd'hui. D'abord, je viens d'apprendre que tu avais un côté féminin. Ça, je ne savais pas. A priori, c'est pas la moustache. C'est peut-être les tweets que tu envoies, j'en sais rien. Et puis, moi aussi, j'ai appris que tu avais un surnom, c'était Idéfix. Comme Patrick, ça me surprend pas trop que ce surnom, tu l'aies. Alors, t'es un peu déçu, oui. T'es pas le seul. On est quelques-uns à être un peu déçus. Maintenant, Idéfix me dit, mais qui est Obélix, qui est Astérix? Mais je crois que c'est pas là-dessus. Je crois qu'effectivement, c'est le côté entêté, mais côté entêté du militant. Et moi, bon, on va pas se faire des congratulations entre nous. Moi, je veux simplement, au nom du bureau confédéral, te remercier pour tout le boulot que tu as fait depuis que tu milites à FO, bien entendu. Première période à l'UD avec Jean-Paul et depuis que Jean-Paul est disparu, à la tête de l'union départementale, la salle parle hein, pour le travail. Alors c'est pas, comme je dis toujours, c'est pas le fait d'un bonhomme ou d'une bonne femme, hein, c'est un travail d'équipe, mais le rôle d'un secrétaire général d'union départementale, de confédération, de fédération, c'est aussi d'animer les choses. Hein, c'est son rôle là. Maintenant, après, c'est un travail d'équipe, le développement, c'est pas une personne, c'est un travail global qui est fait, mais bon, la salle en elle-même parle pour tout le travail qui a été fait depuis des années. Donc tu peux être fier de ce que tu as fait en tant que militant, puis de ce que tu feras encore, parce que je sais que tu ne vas pas t'arrêter comme ça. Parce que faut mieux d'ailleurs que tu continues à militer, parce que si tu as la même main verte que moi, le bonsaï il va souffrir. Alors merci, merci encore. Mes chers camarades, ça a été abordé par plusieurs d'entre vous. Patrick vient d'en parler. Vous savez, la crise que l'on est en train de vivre, elle est loin d'être terminée. Si je dis ça, c'est pas parce que je suis pessimiste. Moi, je dis toujours, quand on milite, on est optimiste. Ça veut dire qu'on sait qu'on peut changer les choses. Mais militer, ça ne veut pas dire qu'il faut s'aveugler. Il faut aussi regarder les choses en face. Cette crise, nous l'avons analysée depuis qu'elle a éclaté. Depuis 2007, comme une crise du système capitaliste. Je vous renvoie, si vous avez la curiosité, un document que nous avions sorti, si ma mémoire est bonne, en août ou septembre 2007, donc au tout début de la crise. Et nous avions appelé ça « Arrêt sur image ». C'était un 4 pages qui a été publié dans le cadre de l'hebdo. Et à l'époque, même certains camarades s'étaient posé la question de savoir pourquoi on avait fait ça. Quel était l'intérêt de faire un peu un descriptif de la situation en 2007. Ben, si vous reprenez ce document, c'est pas pour le plaisir de dire on avait raison. Mais le fait est que, quand on relit avec le recul, on avait raison sur toute une série de points, et on avait, à l'époque, dit, attendez, ce qui vient de se passer, à l'été 2007, avec la crise aux États-Unis, ce qu'on appelle la crise des subprimes, c'est le moment où elle a éclaté, la crise. Elle a démarré avant, bien entendu, mais publiquement éclaté, on avait dit, attention, c'est une crise profonde. Et si on veut sortir, à un moment donné, de cette crise, il y a toute une série de décisions à prendre, à la fois au niveau international, à la fois au niveau européen, à la fois au niveau national, et que tant que ces décisions ne seront pas prises, la crise perdurera. Et force est de constater qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, écoutez, autant au niveau international qu'au niveau européen, mais aussi au niveau national, en France comme ailleurs, les décisions n'ont pas été prises. Résultat des courses, la crise perdure, avec des hauts et des bas. Mais la crise, qui est une crise du système capitaliste, je dis toujours que ce n'est pas obligatoirement la fin du capitalisme, hein, il a traversé d'autres crises, mais en tous les cas, cette crise perdure. Et si on regarde, par exemple, au niveau international, il va y avoir une réunion la semaine prochaine des 20 pays les plus importants. Je ne sais pas ce qu'ils vont prendre comme décision, peut-être qu'ils feront un communiqué qui ne sera pas trop mal, pour autant, c'est pas parce qu'ils feront un communiqué pas trop mal que dans la réalité, les choses changeront. Vous savez, le dernier G20 a eu lieu à Cannes, le communiqué n'était pas si mal que ça, on avait, nous, y compris syndicalement, obtenu certaines choses, un exemple parmi d'autres, obtenu le fait qu'il y ait nécessité d'avoir un minimum de protection sociale dans tous les pays du monde, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Bon, c'est pas parce que ça a été écrit dans le communiqué qu'aujourd'hui, il
il y a un minimum de protection sociale dans tous les pays du monde, loin s'en faut. C'est pas anodin. Quand on est dans un pays comme l'autre, on a un système de protection sociale, bien entendu. Après, on peut en discuter. En Allemagne, en Espagne, dans les pays dits développés, il y a des systèmes de protection sociale. Mais je vais prendre un exemple. Je viens de valider là un communiqué tout à l'heure. Regardez ce qui se passe, par exemple, en Tunisie. Il y aura une manif demain à Paris devant l'ambassade. J'irai. Vous avez vu qu'il y a eu, ces 2 derniers jours en Tunisie, bon, les salafistes ont attaqué des locaux, ont brûlé, y compris des locaux syndicaux. Le mouvement de démocratisation, ça ne se fait pas en un jour. Et quand vous prenez ces mouvements, qui sont des mouvements islamistes mais intégristes, ils jouent sur quoi? Ils jouent aussi sur le fait qu'il n'y a pas de protection sociale collective. Que 30 ou 35% des travailleurs tunisiens sont couverts par un système de protection sociale. À partir de là, ils se baladent dans les quartiers, ils disent, attends, et ils aident. Ils pratiquent, comme d'autres religions, l'aide sociale. C'est comme ça qu'ils accrochent aussi, en partie, le terrain. S'il y avait, dans ces pays, et j'ai eu l'occasion d'en discuter le 1er mai avec les camarades tunisiens, s'il y avait effectivement, c'est un élément parmi d'autres, ça ne suffit pas, bien entendu. Un système un minimum de protection sociale en Tunisie, et c'est pareil au Maroc, et il y a des pays où c'est encore pire, où il n'y a rien du tout, eh bien, il y aurait déjà un point d'ancrage en moins pour certains mouvements qui sont des mouvements qui, en tous les cas, ne sont pas démocratiques, comme on le voit ces 2 derniers jours. Donc, bon, alors, le G20 avait dit ça, pour autant, aujourd'hui, quand on regarde les choses et les décisions concrètes, c'est pas parce qu'ils ont mis une bonne formule à un moment donné que, dans la réalité des choses, ça a changé, puisque rien n'a changé fondamentalement. Je peux prendre un autre exemple. Moi, je dis toujours, les paradis fiscaux, ils existent toujours, mes camarades. On nous a dit, il n'y en a plus. L'ancien président a été content, il avait supprimé tous les paradis fiscaux. Comme je dis, Madame Bettencourt, si elle se souvient où elle a mis son pognon, ce qui n'est pas sûr, elle peut toujours le mettre dans un paradis fiscal. Ça existe autant qu'avant. Vous pouvez prendre n'importe quelle grande banque française ou allemande, ou n'importe quelle banque, n'importe quelle grande entreprise française, elles ont toutes des comptes dans les paradis fiscaux. Ça veut dire que ce sont des centaines de milliards d'euros ou de dollars qui échappent à l'impôt dans tous les pays. Voilà, on nous dit qu'il y a des problèmes de pognon, sauf que à travers ces paradis fiscaux, ce sont des entreprises, des banques qui ne payent pas d'impôt, qui échappent à l'impôt sur les sociétés, en France, en Allemagne, mais aux États-Unis, dans tous les pays. Donc rien n'a été décidé pour changer réellement les choses au niveau international. On a toujours le même système monétaire, il n'y a pas non plus de réflexion en la matière. Si vous regardez au niveau européen, c'est un peu pareil, voire c'est pire. On est européen. Depuis qu'on existe, on a toujours été européen. Et on est européen. Sauf qu'on est très contestataire sur la manière dont l'Europe se fait depuis 25 ou 30 ans. Depuis l'acte unique, traité de Maastricht et les autres traités depuis. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais quand vous regardez les choses, prenez la situation aujourd'hui. Quand vous voyez, par exemple, que la Banque Centrale Européenne, puisqu'on a une monnaie unique dans 17 pays qui s'appelle l'euro, que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter de l'argent aux États qui ont des difficultés. C'est interdit. C'est interdit par le traité de Maastricht. La Banque américaine, elle prête du pognon à l'État américain. La Banque du Japon, elle prête du pognon, et quand je dis elle prête du pognon, à des taux d'intérêt 0 ou 1%. Nous, la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas le droit. Par contre, elle a le droit de prêter de l'argent aux banques privées. À tel point qu'en un an, ils ont prêté 2 fois 500 milliards d'euros. C'est pas rien quand même. Aux banques françaises, allemandes, espagnoles, là, ils vont mettre 100 milliards d'euros dans le bastringue pour l'Espagne, mais 2 fois 500 milliards d'euros. Michel Barnier, commissaire européen, il y a un mois, il a écrit à tout, au nom de la Commission européenne, il a écrit à tous les présidents de banques centrales des pays de la zone euro, donc à la Banque de France chez nous, en leur disant, vous ne pouvez pas regarder ce que les banques ont fait de l'argent qu'on leur a prêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a prêté de l'argent, la Banque Centrale Européenne leur prête de l'argent à un taux d'intérêt de 1%. Mais ça veut dire qu'elles n'ont pas utilisé cet argent pour prêter aux États, indirectement, les banques privées. Elles n'ont pas obligatoirement prêté aux entreprises, et elles n'ont pas obligatoirement prêté aux particuliers. Et quand elles prêtent, après, elles prêtent à 5-6%. Alors je vais être cru, vulgaire, tout ce que vous voulez, en fait, la Banque Centrale leur prête de l'argent et elles sont des couilles encore. Voilà. Ça revient à ça. Et dans le même temps, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États. Je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes.
Mais si la Banque Centrale Européenne avait la possibilité de prêter à taux zéro ou très faiblement aux États, au moins ça calmerait le jeu. Et ça permettrait de travailler sur d'autres modalités de la construction européenne. On sortirait de l'ébullition actuelle. Or, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Pas possible parce qu'il faut modifier non seulement les traités en cours, mais il faut modifier les traités tels que le traité de Maastricht. Vous avez notamment un pays, mais c'est pas le seul, comme l'Allemagne, qui résiste sur cette question-là. Vous avez aussi les traités en cours de discussion, comme le TSCG, traité sur stabilité, coopération, gouvernance. Patrick disait la Confédération européenne des syndicats, comme quoi il faut qu'on y soit, parce que c'est un peu grâce à nous qu'elle prend des positions de ce type. Je le dis clairement, on ne s'est pas garé pour que cette position soit prise, on est content qu'elle ait cette position soit prise. C'est quand même la première fois depuis, alors je sais pas, moi je vais pas remonter jusqu'à la nuit des temps, mais au moins depuis le début des années 90, que la Confédération européenne des syndicats, et quand je dis la Confédération européenne des syndicats, le comité exécutif de la CES, c'est pas des technos, ce comité exécutif, ce sont les organisations membres, c'est les camarades allemands, les camarades anglais, etc. Majoritairement, c'est la première fois, ou à quasi-unanimité, que le comité exécutif marque son opposition à un traité. Donc ça veut dire qu'il veut refuser ce traité. Donc c'est parce qu'il refuse la logique d'austérité qui est en cours à des degrés divers dans les différents pays. Bien entendu, on parle tous de la Grèce. Patrick citait le cas des médicaments, il a raison. Il faut savoir, dépêche AFP il y a quelques jours. Donc AFP, on peut penser que c'est sérieux, Agence France Presse, Agence publique d'information française, qui explique par exemple que comme les hôpitaux grecs n'ont plus d'argent, ils sont en déficit, ils ne payent plus les laboratoires. Donc il y a des laboratoires qui refusent de verser, de donner des médicaments à certains hôpitaux. Résultat des courses, vous avez des gens qui sont malades du cancer, qui sont en train de faire d'hôpital en hôpital pour trouver les médicaments pour soigner parce que les médicaments sont plus livrés. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de ce qui se passe dans la zone euro. Alors certains disent qu'il faut que la Grèce sorte de l'euro, ils sont marrants. Ça veut dire que demain, ils sont déjà dans la difficulté, les Grecs. Ils sont déjà avec du chômage, ils sont déjà avec des pertes de salaire, des pertes de revenus, du licenciement. On les fait sortir de l'euro, ils vont reperdre 30 à 50% de pouvoir d'achat. Attendez, quand ils sont rentrés dans l'euro, tout le monde savait qu'ils n'avaient pas le même niveau de développement que la France, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Et c'est pas un scoop. Sauf qu'on a fait un euro avec 17 pays en sachant très bien qu'il y a des niveaux de développement différents, mais aussi parce que ça a intéressé les capitalistes. Si vous faites rentrer un pays comme la Grèce, qui a un niveau de développement inférieur, comme ça on pourra faire du dumping fiscal, du dumping social, et on pourra tirer tout le monde vers le bas. C'était ça la logique. Et maintenant on dirait qu'il faudrait en faire sortir. Ben non, c'est pas le moment de les faire sortir. Mais par contre, il faut modifier profondément. Il faut une rupture sur les modalités de la construction européenne. Et c'est ce que nous défendons à la fois à Bruxelles, mais à la fois dans les discussions que nous avons en ce moment avec le gouvernement, quand on est amené à discuter de ce genre de choses. Parce que vous allez voir, mes camarades, quoi qu'il arrive, j'en sais rien, moi non plus, je ne sais pas ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir. Mais qu'est-ce qui va être déterminant pour notre situation en France ou pour la situation en Allemagne, en Espagne ou ailleurs? C'est ce qui va se passer à la fin du mois et dans les semaines à venir au niveau européen. C'est ça qui va être déterminant. Est-ce que les gouvernements européens vont effectivement renégocier les traités, donc retravailler sur le fond des choses, ou est-ce qu'ils vont laisser les traités en l'état, puis dire allez, on va discuter à côté, on va mettre une petite verrue qui s'appelle croissance. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre si c'est ça? Vous savez, la CES a rencontré le 23 mai M. Van Rompuy, le président de l'Union européenne. Ah ben il est d'accord pour faire de la croissance, lui. Sauf qu'il dit, ben oui, il faut faire de la croissance, mais pour faire de la croissance, il faut déréglementer les marchés du travail et flexibiliser. Tout le contraire de ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est là que les choses vont être déterminantes. Où effectivement on se donne des marges de manœuvre au niveau budgétaire, au niveau de la croissance, au niveau de la Banque centrale, où on ne se les donne pas, et ça veut dire que plus ou moins on va continuer l'austérité. Et qui dit continuer l'austérité, ben, c'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui se passe en Italie, c'est bien sûr ce qui se passe en Grèce, c'est ce qui se passe au Portugal, c'est ce qui se passe en Irlande, et c'est un peu aussi, même si c'est à des degrés divers, on n'en est pas là chez nous, mais c'est aussi ce qui se passe chez nous. Ça veut dire une logique d'austérité qui, non seulement
aggrave la situation des travailleurs, mais en plus aggrave l'endettement, aggrave les déficits publics. Hein. Tous les pays qui sont en austérité, c'est pas comme ça que vous remboursez vos dettes. Hein. Plus il y a d'austérité, moins vous avez de recettes fiscales, plus vous plongez, y compris en endettement et en dette publique. Donc c'est un cercle vicieux. Moi je veux bien tout ce qu'on veut. Quand Madame Lagarde donne des leçons aux Grecs, elle est bien gentille, voir M. Hollande, hein, qui a donné des leçons aux Grecs ce matin ou hier, en leur disant il faut qu'ils respectent leurs engagements. En gros, il faut qu'ils fassent de l'austérité. C'est bien gentil, mais attendez, moi je veux bien, mais les armateurs en Grèce, ils payent pas d'impôts. Pourquoi vous voulez que le type qui gagne un peu sa vie paye des impôts? L'Église orthodoxe, premier propriétaire terrien en Grèce, elle ne paye pas d'impôts. Je voudrais demander au type ou à la fille qui gagne un peu plus que le SMIC grec de payer des impôts. Alors oui, bien sûr, ça c'est le problème des Grecs. Mais c'est pas une raison pour dire il faut que vous fassiez l'austérité si vous voulez que les choses changent. Non, il faut changer profondément les choses. Et c'est une des bagarres que l'on mène à la fois au niveau européen, à la fois au niveau international. Et ce qui vaut pour l'Europe vaut aussi dans les autres pays. Je parlais de la Tunisie, on peut parler du Maroc, on peut parler de toute une série de pays où il y a des difficultés aujourd'hui. Quand on sait ça, et qu'on vient ensuite sur les questions franco-françaises, alors d'abord on relativise certaines choses. Moi, à chaque fois qu'on a vu ou le Premier ministre ou les ministres, à chaque fois je leur dis, attendez, moi ce qui va être déterminant, c'est ce que vous allez obtenir. Vous dites que vous voulez renégocier les traités, très bien, nous on est d'accord. Hein. Alors qu'est-ce que vous allez obtenir à la fin du mois? Ah bah vous savez, M. Maïs, c'est dur avec les Allemands. Ah oui, je sais que c'est dur. Qu'est-ce que vous allez obtenir à la fin du mois? Là, ils sont évasifs. Qu'est-ce que là, aujourd'hui, je crois qu'ils le président de la République allait à Rome discuter avec M. Monti, etc. sur ces questions-là, mais c'est ce qui va être déterminant. Après tout le reste, les camarades. Comme disait le camarade ce matin, en ce moment, oui, ça, on les voit. Hein, on va peut-être attraper une nouvelle maladie qui s'appelle la réunionite. Parce qu'on y va, les réunions, hein, c'est des coups de fil, les réunions. On va pas se plaindre non plus. Qu'il y ait des contacts, que l'on puisse se parler franchement, etc. Maintenant, à un moment donné, il faut des actes aussi. Et quand on regarde bien, les actes, c'est quoi pour moi? Il y en a une des... Alors, mis à part la revalorisation, et on a été d'accord, de l'allocation de rentrée scolaire de 25%, on va pas être contre, c'est évident. Les premières décisions prises, c'est sur les retraites. Alors, oui, ce qu'on a dit sur les retraites, c'est sur le dossier dit des carrières longues. Je rappelle d'abord d'où ça vient, ça. Hein. Les carrières longues, c'est l'accord 2003, Fillon, ministre du Travail, Raffarin, Premier ministre, Chérec, secrétaire général de la CFDT. Les carrières longues, c'est-à-dire permettre à des salariés qui ont commencé tôt de partir plus tôt, parce que dans le même temps, ils acceptaient d'augmenter la durée de cotisation. Hein. N'oublions pas ça. Hein. C'est-à-dire qu'on leur permet de partir à 60 ans, mais ils partaient à 60 ans avant. Hein. Donc les autres partent à 61, 61, et eux, ils continuent à partir à 60. Donc relativiser les choses. Bon. Mais la vision des carrières longues 2003, c'était quoi? C'était à la fois ceux qui avaient commencé tôt, qui avaient la durée de cotisation qui était allongée, auquel d'ailleurs on rajoutait 2 ans, 8 trimestres, rappelez-vous. Et après on tenait compte des périodes réellement travaillées, on tenait compte du service national pour les hommes, on tenait compte de la période du congé de maternité stricto sensu, de la maladie et de l'accident du travail dans la limite d'1 an. On ne tenait pas compte de ce qu'on appelle les périodes validées. Et nous, ce qu'on a demandé là, c'est, attendez, si on veut un système de solidarité, il faut élargir les périodes cotisées aux périodes validées. Pour savoir si quelqu'un a la durée de cotisation. C'est quoi les périodes validées? Ben, ce que je viens de dire, il faut rajouter les périodes de chômage, et notamment les périodes de chômage de longue durée, mais sinon, quelqu'un qui a été au chômage, c'est pas pris en considération. Pour les femmes dans le secteur privé, femme qui a eu un enfant, c'est 2 ans de validation. Les congés parentaux d'éducation ou les périodes de maladie ou d'accident du travail qui ont été supérieures à 1 an. Donc vous voyez, il y avait 2 visions, une vision stricte et une vision large, qui était la nôtre. Et j'avais dit au gouvernement, bon, bah, attendez, si vous voulez pas tout faire, entre les deux, il y a une marge. Bon, finalement, ils décident. Alors, un pas qui est positif. On ne retire pas, on rajoute par rapport au CPR. Alors, on a dit en même temps, c'est bien, mais c'est timide, quoi. Hein, puisqu'il y a 3 choses de décider. On ne rajoute pas 2 ans, comme pour l'ancien système des carrières longues, hein, c'était la durée de cotisation plus 2 ans. Et on met 2 trimestres pour la maternité en plus, 2 trimestres pour le chômage. Bon, c'est bien, ça va dans le bon sens, mais le chômage de longue durée n'est toujours pas pris en considération, par exemple. Donc, c'est la première décision qui est prise. Le débat global sur les retraites, il aura lieu, je ne sais pas quand,
ou après l'été, ou à la fin de l'année. Là, j'ai déjà prévu le gouvernement, hein, y compris devant les autres. Il va être dur celui-là. Hein. Parce que ce débat, il va porter sur quoi? Il va porter, par exemple, sur est-ce que, comme le réclame la CFDT, il faut aller vers une réforme systémique. C'est quoi une réforme systémique? Une réforme systémique, c'est de dire on fait un seul régime de retraite en France. Un seul. Donc on casse tout ce qui existe. Et ce système, on le fait comme un système ou par points ou par compte notionnel, je ne rentre pas dans la technique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, vous travaillez, en fonction de ce que vous travaillez, vous accumulez des points, vous partez comme vous voulez, mais en fonction du nombre, et vous avez une retraite en fonction du nombre de points que vous avez accumulés. À la limite, on parle même plus d'âge. Vous partez quand vous voulez, mais avec ce que vous avez accumulé comme points. Hein, c'est un système individuel. Au passage, mes camarades, dans les régimes non privés, dans les régimes de retraite complémentaires, ce sont des régimes par points. Sauf que, comme leur nom l'indique, ce sont des régimes complémentaires. Donc c'est complément à un régime de base, qui est le régime général. Et les règles sont déterminées dans le régime général, les règles globales. Et quand elles sont déterminées dans le général, après on les applique. Là, par exemple, sur les carrières longues, il y a un changement, il va y avoir une conséquence dans la retraite complémentaire. On va quand même, on ne peut pas dire les gens vont partir dans telles conditions au régime général et puis ils vont attendre 3 ans pour la retraite complémentaire. Non, il faut avoir les mêmes règles de liquidation dans l'un comme dans l'autre. Donc on va adapter les règles dans le régime complémentaire. Donc un régime par points complémentaire d'un régime général où on établit les règles de solidarité, il n'y a pas de problème. Mais si l'on transforme tout en régime par points, alors on rentre dans une logique qui est une logique complètement individuelle. Au passage, ça veut dire aussi, pour les camarades fonctionnaires, vos statuts morts. Hein. Les pensions, c'est terminé. On rentre dans un régime par points. Les camarades du privé, c'est pareil, vous travaillerez, ben, vous accumulerez des points, ou vous pourrez peut-être en racheter si vous avez du pognon, vous faites un héritage d'un tonton d'Amérique. Mais si vous ne faites pas l'héritage, tant pis pour vous. Vous partez quand vous voulez, mais comme la situation sera dure, vous pouvez bosser jusqu'à la fin de votre vie aussi. Donc, on va avoir débat là-dessus. Nous, on est opposés à ce type de système. Il y a une logique individuelle et une logique de solidarité. Et nous, on va privilégier, bien entendu, la logique de solidarité. Ça veut dire à la fois, et non seulement la logique de solidarité, mais aussi l'existence du système des pensions dans la fonction publique. C'est pas parce qu'il y a des différences entre l'un et l'autre, c'est que c'est partie du statut de la fonction publique et de la conception de la neutralité de la fonction publique et de la fonction publique républicaine. Et du système dans le privé avec régime de base et complémentaire. Hein, donc, première source de conflit inévitable. Et après, on va revenir avec nos revendications, telles que vous les avez rappelées, sur droit à partir à taux plein à 60 ans, avec réduction de la durée de cotisation, etc. Donc, ça veut dire que ce débat-là, eh ben, il va être, il sera conflictuel. Je ne sais pas s'il sera conflictuel avec le gouvernement, il n'a encore rien dit pour le moment. Et je suis sûr, c'est qu'il va être conflictuel avec le patronat et au moins une organisation syndicale, puisqu'on est déjà en désaccord sur ce dossier. Alors voilà, deuxième dossier sur lequel le gouvernement va se prononcer bientôt, dans les jours à venir, sur le SMIC. Là, il a dit qu'il ferait un coup de pouce. Là, il faut savoir si c'est un petit pouce, un gros pouce. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit quelle est notre position. C'est quoi notre position? Nous, on a un objectif. L'objectif, c'est que le SMIC, vous savez que le SMIC évolue aujourd'hui obligatoirement en fonction de la hausse des prix, et je ne rentre pas dans la technique, mais de l'évolution des salaires.
d'après ce que j'ai pu comprendre. Et on ne sait pas encore combien. Hein, donc par contre, ceux qu'on a obtenus, donc on verra, ceux qu'on a obtenus, pour le moment, ça, le ministre, dans une émission de télé, m'a dit, ok, vous l'aurez, c'est qu'on a dit, quelle que soit l'augmentation du SMIC, on veut que dans la foulée, dans toutes les branches où les minima conventionnels sont inférieurs au SMIC, ce que vous avez évoqué ce matin, le ministre du Travail convoque les commissions mixtes paritaires, donc les patrons, les syndicats au niveau des branches, pour qu'il y ait renégociation des minima conventionnels. Hein, et dans la foulée de l'augmentation du SMIC. Ça, le ministre du Travail a dit, ok, ça nous le ferons. Bon, ça c'est un point qu'on a, on saura lui rappeler quand le SMIC aura augmenté. Après, pour le reste, on va voir, mes camarades. Hein. Pour le reste, vous savez, en ce moment, bon, ils vont pas annoncer des trucs qui fâchent, hein, c'est les campagnes électorales. Alors donc, on sait, tout le monde le sait. Ça sera terminé dimanche, la campagne électorale. Et après, on va rentrer dans le dur. Quand je dis on va rentrer dans le dur, on va rentrer sur tous les dossiers, et il y en a pas mal. Il va y avoir une conférence sociale 9 et 10 juillet, qui aura lieu avec donc une ouverture par le président de la République, et après on travaillera avec le gouvernement. 7 thèmes à l'ordre du jour. 7 thèmes. A priori, c'est pas là qu'on va décider. Hein. D'abord, moi j'ai dit, moi, pas bien, j'accepte aucun texte écrit, au nom de l'EFO, aucun relevé de conclusion, aucun calendrier fermé. Vous nous laissez la liberté. Hein, j'ai même pris la formule, ça a visé quelques-uns lors de la réunion avec le Premier ministre autrefois, j'ai cité Jaurès en disant quand on ne veut pas changer les choses, on change les mots. Donc ils ont tous compris. Donc, Julien, je leur ai dit, attendez, dans 3 semaines, on ne sait même pas quelle sera la situation économique dans 3 semaines compte tenu de ce qui va se passer au niveau européen. On ne va pas faire un calendrier sur 5 ans. Hein. Ça ne tient pas la route 2 secondes. A priori, il n'y aura pas tout ça. Après, on va discuter toute une série de thèmes. On va discuter, le SMIC aura été fixé, mais comment le SMIC demain doit évoluer. Donc nous, on va ramener notre revendication sur les 80% du salaire médian. Je rappelle que le candidat avait dit qu'il faut que le SMIC augmente aussi en fonction de la croissance. Voilà, ça, on va voir ce qu'il veut dire. Hein. Si c'est pour remplacer les salaires par la croissance, les dernières années, ça aurait été pire hein, que ce que ça a été. Donc, il faut regarder les choses. On va discuter les minima conventionnels. On va parler aussi de l'évolution des salaires dans la fonction publique. On va pas négocier, mais les camarades dans la fonction publique ont aussi, à juste titre, leurs revendications. On va discuter emploi, chômage. Situation de Pôle emploi. Nous, on revendique 15 000 recrutements dans Pôle emploi. Il y a la situation de l'AFPA qui a été indiquée tout à l'heure par les camarades. On aura une table ronde que j'ai demandé, on devrait l'avoir rapidement avec le ministre et tout le monde autour de la table sur le dossier AFPA. Sinon, si on ne fait rien, l'AFPA risque d'être tombée aux oubliettes, quoi. Et donc, avec les salariés, d'être là aussi mis sur le côté d'une manière ou d'une autre. On va discuter des retraites, on va discuter du financement de la protection sociale collective, on va rappeler notre opposition à la TVA sociale. Par exemple, ça va être un des points, on va rappeler quelle est nous notre revendication en matière de financement de la protection sociale, ce qui relève de la solidarité ouvrière, qui doit être financée par la cotisation, qu'elle soit salariale ou patronale, c'est la même, hein. Si on n'existait pas, il n'y aurait pas de cotisation patronale, ce qu'on appelle le salaire différé, et puis ensuite ce qui relève de la solidarité dite nationale, qui elle relève de l'impôt. Mais après c'est aux parlementaires de décider, on peut avoir notre avis, mais c'est aux parlementaires, c'est pas nous de décider de quel impôt il faut choisir, c'est de la responsabilité des parlementaires. Je prends l'exemple dans l'assurance maladie aujourd'hui. Depuis que l'assurance maladie, depuis je ne sais plus combien maintenant, moins 10 ou 15 ans, assure une couverture maladie universelle. Ça veut dire que normalement, aucune personne sur le territoire n'échappe à une couverture maladie. On ne peut pas être opposé à ça. Et la couverture maladie universelle, il n'y a aucune raison que ce soit uniquement les salariés qui payent pour tout le monde, y compris les non-salariés. Donc ça, c'est la part de solidarité nationale qui doit être couverte par un impôt. Et ça, c'est l'impôt, c'est les parlementaires qui le décident. Hein, donc ça fait c'est une vieille revendication de faire la clarification des comptes, des responsabilités, tout en gardant un système majoritairement financé, comme c'est le cas aujourd'hui, par la cotisation sociale. On va discuter stratégie industrielle, puisque c'est là, vous savez, comme je dis, on ferait mieux de remettre en place le commissariat au plan, parce que sinon on n'est pas fini de discuter. Hein, bon. Et bon, la stratégie industrielle, c'est une de nos revendications également. L'urgence, avec 2 éléments, il y a les plans sociaux en cours, qui sortent, même si
Hein, je répète toujours ça. Quand vous regardez les statistiques du chômage, aujourd'hui, la plupart des inscriptions, c'est pas les licenciements économiques. Pour le moment, la plupart des inscriptions, c'est quoi? Ce sont les fins de CDD, les fins de contrats d'intérim et autres ruptures, dont des abus en matière de rupture conventionnelle. Hein, vous savez, c'est pas qu'on a signé ça. Par contre, le problème, je l'ai dit au ministre du Travail, il faut remettre des moyens à l'inspection du travail, au service des salaires du travail pour contrôler les ruptures conventionnelles. Parce qu'il y a des patrons qui abusent, qui détournent le truc. Hein, c'est évident. Et après, il y a les plans sociaux. Et il risque d'en avoir plus. Tout simplement parce que quand on est comme aujourd'hui en situation de croissance zéro, voire en récession, ben, ça a une influence sur l'activité économique. Ce matin, j'entendais dans la voiture, on reparlait de la situation dans l'automobile, où on a effectivement des inquiétudes. C'est-à-dire, PSA, on a l'inquiétude sur Relais, on a l'inquiétude sur Rennes, on a l'inquiétude sur Seven-Nord. Voilà, par exemple. Et qui dit, je parle de PSA, mais vous pouvez parler après des sous-traitants de PSA. On peut parler des difficultés également chez Renault. Ça veut dire aussi au passage, quand l'État est dans le capital, qu'est-ce qu'il fout? On est au capital, enfin l'État est au capital de Renault. Est-ce qu'en étant au capital, il a exigé de Renault un comportement particulier? Quand vous regardez la situation réelle, c'est encore pire chez Renault que chez Peugeot. Il faut savoir que Renault est le seul groupe automobile, je ne parle pas français uniquement, hein, vous pourriez prendre Toyota, etc., les gros groupes automobiles. Renault est le seul groupe qui produit moins de voitures dans son pays d'origine qu'il n'en vend. C'est-à-dire que pour la France, PSA produit sur le territoire français plus de voitures qu'il n'en vend sur le territoire français. À Renault, c'est le contraire. Il produit sur le territoire français moins de véhicules qu'il n'en vend. Ça veut dire qu'il les fait produire à l'extérieur. Ça veut dire qu'il a plus délocalisé que d'autres. Or, l'État est au capital de Renault. À quoi ça sert d'être au capital? Minoritairement, si l'entreprise a délocalisé plus. Moi, je suis allé, à la demande des camarades marocains, il y a 1 mois et demi, visiter l'usine Renault à Tanger, où ils ont délocalisé. Hein, ils fabriquent des véhicules low cost, 2 véhicules low cost. Alors, on y est allé à la demande des camarades marocains, puisque l'objectif qu'on y est allé, c'est pour qu'ils créent un syndicat. Là, il y a 2400 salariés, ils n'ont pas de syndicat. Donc, on a obtenu, je crois, la création d'un syndicat. Écoutez, quand l'usine existe, autant que les salariés soient défendus par un syndicat qui revendique des augmentations de salaire, des droits, qui fasse monter la mécanique. Mais quand vous discutez, c'est pas le coût du travail qu'a déterminé Renault. Hein. Même si le SMIC marocain, il est à 250 €. C'est pas ça le problème. C'est que Renault s'est implanté dans une zone franche, ça veut dire un endroit où on ne paye pas d'impôts. C'est que le gouvernement marocain, il a mis 9 millions d'euros pour le centre de formation, 60 millions d'euros pour aider à la construction de l'usine, il a fait la ligne de chemin de fer, il a refait le port de Tanger. Donc il a tout payé, quoi. À partir de là, c'est ça qui est déterminant, plus que le niveau de salaire en tant que tel. Donc tout ça, ça va être discuté. Il faut que l'État ait une vraie stratégie industrielle. Que la Banque nationale qu'on réclame, elle voit le jour. À la fois pour coordonner tous les instruments qui existent aujourd'hui de manière séparée. Le CIRI, OSEO, tous ces fonds qui existent et qui... Prenez un fonds comme le fonds de stratégie industrielle. Son boulot, pour le moment, il se comporte comme un fonds privé. Ils investissent dans les entreprises, mais ce qui les intéresse, c'est le retour sur le placement qu'ils font. Mais c'est pas ça le rôle de l'État. C'est d'investir dans une entreprise, de faire monter l'État au capital avec une stratégie de développement. Parler de chantier STX, c'est par exemple que l'État monte au capital des chantiers, c'est le dernier chantier qui reste. En France, à la fois pour les constructions de bateaux, mais aussi par exemple pour la déconstruction. Il y a la déconstruction des bateaux. Ça se fait dans n'importe quelle condition, aux Indes, aux Philippines, si on veut faire ça correctement. Ça n'existe pas aujourd'hui. Pourquoi on n'investit pas sur la déconstruction des bateaux? Ça fait du boulot et c'est un créneau aussi, une stratégie, mais ça c'est l'État qui peut faire ça. Parce qu'il a le souci du moyen et du long terme. Alors on peut multiplier les exemples. Donc que l'État ait une véritable stratégie industrielle. On va discuter de ça également. Et dernier point qu'on discuterait normalement, et là on a une bagarre avec les autres organisations syndicales pour le moment, c'est l'avenir du service public républicain. C'est nous qui avons obtenu l'inscription de ce thème à la conférence sociale. Personne n'en parlait. Un truc sur lequel le président précédent s'est engagé, mais qu'il n'a jamais fait. Quel est l'avenir du service public dans une république? Quel est le rôle, quelles sont les missions du service public? A priori, c'est inscrit. Sauf que les autres syndicats,
Ils n'ont pas compris. Eux, ce qu'ils veulent discuter, ça se discute par ailleurs, il faudra le discuter. C'est des questions statutaires, de salaire, de jours de carence, qui sont des revendications légitimes, bien entendu, mais qui se discuteront par ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est voir clair sur l'avenir du service public républicain. On en a marre de ces responsables politiques qui parlent de République et qui régulièrement cassent les services publics. Ça n'est pas qu'une question de fonctionnaires. Ça n'est pas qu'une question de fédération de fonctionnaires. C'est une question confédérale. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les salariés du public comme les salariés du privé. Bien sûr que c'est lié aux questions statutaires, aux questions d'effectifs, bien entendu. Mais ça dépasse les seules questions d'effectifs. Ça dépasse ces questions-là. Je vais prendre deux exemples. Moi, j'ai vécu des trucs ces dernières années, je ne pensais pas que je les aurais vécus. Premier exemple, les fleuves et rivières. Je peux en prendre d'autres. Fleuves et rivières, et on a dû rendre public un cas de rivière où la vie de 80 personnes était menacée. Tout simplement, c'est dans le nord de la France, un canal qui n'était plus navigable, donc Voies navigables de France, c'était plus son problème, c'est pas navigable. Les services de l'équipement, on avait supprimé les effectifs, donc le canal était plus surveillé. Les berges étaient fragilisées. Affaissement minier, un lotissement en dessous du canal, plus bas. Donc à un moment donné, on savait tous, enfin les spécialistes, moi, savaient tous, à un moment donné, le risque c'était que les berges pètent. Si les berges pétaient en pleine nuit, vous imaginez ce qui peut se passer avec un lotissement avec 80 personnes qui habitent en contrebas. Il a fallu qu'on rende public avec une équipe de télévision pour que les travaux soient faits. C'est une conséquence de la révision générale des politiques publiques. Deuxième exemple. Il y a 2 ans, on bloque une expérimentation qui était pour la région Bretagne. C'était l'autocontrôle des abattoirs. Les abattoirs autocontrôlaient leur production sur le plan sanitaire dans les abattoirs porcins. On arrive à bloquer ça en 2 ans pour des raisons de fond. Attendez, vous allez voir les problèmes sanitaires que ça va poser. On arrive à bloquer ça. 10 février, ils ont sorti un décret, sans prévenir personne. Donc l'ancien gouvernement, alors c'est plus sur les abattoirs porcins, là, c'est les abattoirs de volailles et les lapins. Autocontrôle par les laboratoires. Pourquoi par les abattoirs? Tout simplement parce qu'on a supprimé 10% en moyenne des effectifs dans les services vétérinaires. Donc les services vétérinaires n'ont plus la possibilité de contrôler comme ils devraient la qualité sanitaire de la viande dans les abattoirs. Et donc on va dire aux abattoirs, ou vous faites vous-même le contrôle de la qualité, ou vous faites appel à l'entreprise privée. Sauf qu'imaginez, alors on nous dit, mais vous inquiétez pas, il y aura un cahier des charges. Imaginez demain un abattoir qui a des problèmes financiers, d'activité, etc. Ben, ils tordront les barres sur la qualité sanitaire. C'est les prothèses PIP, quoi, dans un autre style, quoi, pour me faire comprendre. Ça veut dire qu'avec ce type de décision, il y aura à un moment donné des problèmes sanitaires sérieux. Tout simplement parce qu'on aura cassé une mission de service public. Voilà, c'est tout ça qu'on veut mettre sur la table. On veut mettre sur la table l'avenir des hôpitaux publics. Comment fait-on avec le système, ça a été expliqué ce matin par les camarades, avec le système de tarification à l'activité, tel qu'il existe aujourd'hui, dont on demande la remise en cause, comment fait-on demain pour pouvoir assurer partout une égalité d'accès aux soins si on est malade, quelle que soit notre situation financière? Ça veut dire des hôpitaux publics qui ont les moyens de fonctionner, qui ont les budgets adéquats, qui ont les moyens de personnel, etc. Donc ça veut dire révision minimum de la loi HPST. Voilà, une des autres demandes. C'est ça le débat qu'on veut, nous, sur le service public, avec des engagements du gouvernement. Au moins sur ce qu'il envisage de faire. Sinon, si on ne dit rien, ben, ça va continuer, et puis de fil en aiguille, on va remettre en cause non seulement des emplois, non seulement des statuts, mais des missions de service public. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand, dans la campagne électorale, le président qui est élu maintenant dit 60 000 créations d'emplois dans l'éducation nationale, plus des créations d'emplois dans la police et l'armée, et que dans le même temps, il dit qu'à la fin, donc 60 000 sur 5 ans, si j'ai bien compris, mais à la fin, il n'y aura pas un emploi de plus dans la fonction publique. Alors, il ne faut pas être mathématicien pour comprendre que si on en crée 70 000 et qu'à la fin, il n'y en a pas de plus, on les pique ailleurs. Hein. Ou on retire des postes. Pour le moment, on ne sait pas. Et moi, c'est pareil, il n'y a pas 36 solutions, j'en vois que 2. Hein. Ou, dans certains secteurs, on supprime effectivement des postes, alors il faut nous dire où. Ou alors, décentralisation, on transfère certaines missions aux collectivités territoriales sans transférer les effectifs. J'en sais rien, on n'a pas d'éléments.
Mais à un moment donné, il faudra bien qu'on ait cette discussion. Donc c'est pour ça que l'on veut discuter de ces choses-là. Hein, donc, c'est en tous les cas, nous, on en parlera, hein, de tous ces éléments-là. Maintenant, bon, tout ça, ça va faire 2 jours de réunionnite. Après, les choses continueront, c'est évident. Et en même temps, il faudra bien qu'à un moment donné, ben, les couleurs soient annoncées. Je dis bien ce qui sera déterminant après, d'abord les élections, hein, ça c'est bientôt, ça se termine dimanche. Ensuite, ce qui se passera au niveau européen, puis derrière, ben, les collectifs budgétaires qui vont être préparés par le gouvernement, par le Parlement, et c'est là qu'on saura ceux qui le mettent, ceux qui ne le mettent pas, est-ce qu'ils font une politique de rigueur ou d'austérité, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le plan fiscal. C'est à partir de cet été que tout ça va se dégager d'une manière ou d'une autre. Et comme on l'a dit, nous, notre conception de la liberté et de l'indépendance, c'est qu'un, on n'a pas donné de consigne pendant les élections. Et ça, que ce soit sur les élections présidentielles ou sur les législatives, tout simplement parce que c'est pas le rôle du syndicat. L'indépendance, c'est pas la neutralité. Hein. On a expliqué avant la présidentielle quelles étaient nos revendications. On a fait un document, on a exposé nos positions, nos revendications, on les a réaffirmées pendant la campagne, on les réaffirme aujourd'hui. Par contre, on n'a pas donné de consigne de vote. C'est quand il y a des élections politiques, c'est à vous, individuellement, vous faites ce que vous voulez dans l'isoloir. Ou alors, c'est vous mépriser d'une certaine manière. Hein. Ça voudrait dire que vous êtes trop con, salarié, donc on va vous dire ce que vous devez voter quand vous serez dans l'isoloir. C'est pas vous respecter. Vous faites ce que vous voulez, vous votez pas, et vous votez pour qui vous voulez. Ça, c'est votre responsabilité de citoyen. Par contre, la responsabilité syndicale, c'est de dire quelles sont les revendications. Et moi, je peux vous dire, en tant que secrétaire général de la Confédération, comme on a dit clairement avant les élections, voilà nos revendications. Que pendant la campagne électorale, on a continué à dire, voilà nos revendications. Et aujourd'hui, quand je vois le gouvernement, je dis, voilà nos revendications, ben, ils sont pas surpris. Hein. Et ça veut dire que je suis libre, en tant que secrétaire général de l'organisation, quand je peux dire clairement, nous, on n'a pas de discours en fonction des élections. Attendez, imaginez un seul instant que la Confédération ait donné, par exemple, une consigne de vote en disant, il faut voter François Hollande. Et il est élu, puisqu'il a été élu. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit, ah bah, tout est bien, on a appelé à voter pour lui, on est content, tout va bien. Et puis si demain ça va pas, on en rajoute dans l'autre sens parce qu'il faut se dédouaner. Ça veut dire qu'on n'est pas libre, mes camarades. Or nous, non, on jugera aux actes. On va pas dire c'est bien, si c'est bien, on dira c'est bien, on est d'accord. Si c'est pas bien, on dira c'est pas bien, on n'est pas d'accord. Et s'il faut mobiliser, on mobilisera. C'est ça aussi, la liberté et l'indépendance. Alors il y aura des points de friction. Hein. Vous savez, ça a déjà commencé. Pas encore avec le gouvernement. Mais ça a commencé à la dernière réunion la semaine dernière à Matignon, hein, notamment avec le MEDEF et la CFDT, hein, sur 2 points. 2 points devant tout le monde. À un moment, Mme Parisot dit ah ben, nous on voudrait la constitutionnalisation de la démocratie sociale. Donc transformer la Constitution française pour, d'une manière ou d'une autre, intégrer la démocratie sociale, l'obligation de la négociation, mais qu'un accord signé s'impose aux parlementaires. C'est ça qu'il faudrait. Et puis il y a Chirac, bien sûr, qui dit qu'il est d'accord. Moi je dis, bah non, moi je suis pas d'accord. Hein. D'abord, pour 2 raisons. D'abord, la Constitution, ça se modifie pas tous les 36 du mois. C'est-à-dire, si on en est au point où il faut modifier la Constitution pour dire que ce serait bien que le gouvernement nous consulte avant qu'il prenne une décision dans le domaine social, si on est obligé de mettre ça dans la Constitution, autant dire qu'on n'est plus en démocratie déjà. Hein. C'est quand même pas même mettre ça dans la Constitution, c'est pas possible. Et moi, je ne peux pas être député. Les lois, c'est pas nous qui les votons. Les lois, ce sont les parlementaires qui les votent. Nous, on signe des accords. Et si ces accords nécessitent des modifications législatives, eh ben, on va aller voir les députés, et on a signé un accord, allez, faites pas le con, enfin, on est plus poli, on dit pas ça comme ça, mais essayez de pas modifier ce qu'on a signé. Ça, c'est notre rôle. Mais in fine, c'est eux qui votent les lois. Sinon, mes chers camarades, on fait la confusion complète entre le rôle du syndicat et le rôle d'un parti politique. Ou alors, on est en plein corporatisme politique, et ça, il n'en est pas question. Donc, j'ai dit, ben voilà, premier sujet de conflit sur ces questions-là. Et quand Parisot dit, mais je sais que Jean-Claude Naillet n'est pas d'accord, je dis, oui, ça, je suis pas d'accord, parce que moi, je suis républicain. Et Chirac dit, moi aussi. Mais je dis, ouais, mais on n'a pas la même conception de la République. Voilà. C'est terminé comme ça. Par exemple, les désaccords, donc on va les avoir. C'est inévitable. Mais je dis bien, peut-être avec le gouvernement, je ne sais pas sur cette question-là ce qu'il fera, mais déjà entre nous, quand je dis entre nous, entre organisations syndicales, on va avoir des divergences sur les retraites, on va avoir des divergences sur des questions comme celles-là, qui ne sont pas des questions anodines. Hein. C'est pas, si demain on confond le rôle des syndicats et des partis politiques, vous savez, à la CFDT, ils ont toujours pensé
premièrement, qu'ils allaient mieux gérer les entreprises que les tauliers, qu'ils allaient mieux gérer l'État que les partis politiques, donc ils veulent tout faire. Ah non, nous, c'est pas notre conception. Hein. Vous savez, Premier ministre, juste avant qu'il soit désigné Premier ministre, je le rencontre, et, bon, on se tutoie en privé, puisqu'on se connaît depuis quelques années, et il me dit, comment tu vois les relations avec le gouvernement? Ben, je dis, attends, moi je te préviens, moi je veux pas qu'on soit interlocuteur privilégié. Mais j'accepterai pas qu'il y en a un autre. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille d'avoir des relations équilibrées avec au moins les 3 grandes organisations syndicales. Alors, et l'autre Chirac, là, mais quel que soit le gouvernement, lui, il va être interlocuteur privilégié. Là. Alors, il était déçu parce qu'avec Sarko, c'était Thibault, c'était pas lui, donc il était en colère. Et là, hop, il s'est précipité. C'est son problème. On va pas jouer à ça. Hein, on essaiera de se faire respecter, ça, on va le faire. Hein, maintenant, c'est au gouvernement de choisir son positionnement. Nous, on défendra nos positions. C'est ça aussi, notre liberté, notre avis. Hein, c'est ce qu'on fera dans les semaines et les mois à venir. Quelques mots maintenant sur la représentativité. Ça a été évoqué tout à l'heure, vous avez modifié le statut pour tenir compte de certaines règles. Il faut le faire, hein, parce que les emmerdements, on les a. Vous savez, il n'y a pas longtemps dans un congrès, une camarade de l'Action sociale me disait « Oh là là, j'ai tout vécu, dis donc ». Ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'employeur qui a commencé à contester, était voir si le syndicat avait bien ses statuts à jour, si l'Assemblée Générale avait bien été faite, si le bureau avait bien été élu correctement. Ils ont même remonté jusqu'à la fédération. Voilà. Coup de peau, tout était bien. Hein, donc ça, il va falloir veiller attentivement, comme vous l'avez fait en modifiant vos statuts. Et je vous le dis, vérifiez bien dans vos syndicats que vos statuts sont bien respectés, que tout soit dans les clous, parce qu'à un moment donné, c'est l'employeur qui se retournera ou qui utilisera ça pour vous emmerder. Hein, et emmerder le syndicat et contester l'étiquette est faux. Alors on peut dire c'est dégueulasse et tout, sauf qu'ils n'ont pas, malheureusement, sont privés de ce genre de choses. Au passage, dès que vous avez des élections, et je dis ça notamment aux camarades du privé, puisque dans le public, les élections sont centralisées. Dès que vous avez des élections dans une entreprise, transmettez les résultats à l'union départementale et à la fédération. Que la confédération les ait. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en ce moment, le ministère il est en train d'essayer de comptabiliser tous les résultats d'élections comité d'entreprise ou délégués du personnel. C'est le bordel, je vous le dis. Ça n'existait pas, c'est le bordel. On arrive à avoir, non pas sur le site, ce qui est engrangé. Mais il faut qu'on puisse vérifier, nous, si là où FO s'est présenté, ça a bien été pris en compte. Et ça, on ne peut pas l'inventer. Et les expériences qu'on a avec les unions départementales notamment, c'est que dans beaucoup d'endroits, l'employeur où il n'a pas transmis, donc les endroits où on s'est présenté, quel que soit le résultat, eh ben, nos voix ne sont pas comptabilisées. Donc il est important, quel que soit le résultat, que vous transmettiez vos résultats. Hein, les imprimés CERFA, qu'on puisse regarder, vérifier si c'est bien pris en compte dans les calculs du ministère. Et je vous dis, bien souvent, ça n'est pas pris en compte. Ça arrive en tous les cas. Hein, donc je dis ça au passage. Sinon, pour le reste, vous savez, on sait très bien que la loi de 2008, qui fait suite à l'accord entre la CGT, la CVT, le MEDEF et la CGPME, c'est pas une question de démocratie, hein, tout ça c'est du pipeau. Hein. Seul objectif de cette position commune dans le privé et de cette loi, c'est qu'à la fin du processus, et qui dit fin du processus, c'est 2013, c'est l'année prochaine, théoriquement, c'est qu'il y ait moins de syndicats qu'au début du processus. Et a priori, c'est parti pour. Hein. Moi, je peux vous dire que, vraisemblablement, au niveau des confédérations, je parle bien des confédérations, ce sera 3 confédérations en 2013, peut-être 4. 3 ou 4, pas plus. Ça veut dire que certaines confédérations, CFTC par exemple, va avoir beaucoup de difficultés à exister en tant que confédération. Ça ne veut pas dire que dans l'entreprise où la CFTC fait 22%, elle continuera à exister dans l'entreprise, ok. Sauf que dans sa branche, hein, il faut faire 10% dans la boîte, 8% dans la branche, 8% au niveau national. Si elle ne fait pas 8% dans la branche, eh ben, la CFTC ne participera plus aux négociations de branche. Si elle ne fait pas 8% au niveau national, ben elle ne participera plus aux négociations interprofessionnelles et elle ne participera plus aux rencontres avec les pouvoirs publics. Voilà, c'est ça que ça signifie, ou avec le patronat. Hein, donc, CGC, je ne suis pas sûr qu'ils passent la barre non plus, même chez les câbles, s'ils ont bordel entre eux. Quant à ceux qui voudraient l'être, l'UNSA, par exemple,
Dans le privé, ils ne seront pas. C'est eux-mêmes qui le disent, hein, c'est même pas moi. Donc ça veut dire qu'in fine, il y a 5 confédérations représentatives aujourd'hui. Il n'y en aura plus que 3, peut-être 4 si la CGC passe, et c'est pas sûr. Voilà, donc ça, c'est un effet. Je suis pas inquiet pour nous, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir non plus. Hein. Ça veut dire qu'il faut se développer. Ça, c'est pour le privé. Public, les élections auront lieu, là, retour de bête en 2014, hein, pour tout le monde. Dans la fonction publique d'État, on est les premiers, mais aussi parce que des organisations autonomes, c'est comme dans tout, hein, et les trucs, la représentativité, on est contre pour des raisons de fond, et ça, on va continuer. Maintenant, il y a aussi, ça conduit aussi certaines organisations à nous rejoindre. S'il n'y avait pas la représentativité, je regarde du maire, parce que, dernier exemple en date, c'est dans l'enseignement, hein, au niveau national au moins, où le deuxième syndicat de chefs d'établissement et de proviseurs, qui était un syndicat autonome, qui, compte tenu des nouvelles règles de représentativité, aurait eu des difficultés, a décidé de rejoindre REFO. Ben voilà, bon. Ça explique aussi que, par exemple, dans la fonction publique d'État, on est les premiers aujourd'hui, ce qui est historique. Hein, on n'a jamais été les premiers, alors, mais il faut le rester après. Hein, donc, il faut bien comprendre que c'est le paysage syndical qui va changer. C'est le paysage syndical qui va changer, au moins au niveau des confédérations, voire des fédérations. Hein, ça, c'est un élément important. Maintenant, on va continuer à se battre. Moi, j'ai adressé une lettre au ministre du Travail il y a une semaine, par exemple, sur un élément qu'on a gagné au Bureau international du travail, qui est la liberté de désignation des délégués syndicaux. Nous considérons qu'il y a moins de liberté aujourd'hui qu'avant. Puisque maintenant, dans le privé, pour avoir un délégué syndical, il faut qu'il y ait des élections, qu'on fasse 10%, que le ou la déléguée fasse aussi 10% sur son propre nom pour pouvoir le désigner comme délégué. Donc c'est plus compliqué qu'avant, notamment quand il s'agit de nouvelles implantations. Au Bureau international du travail, ils ont reconnu qu'il y avait un problème. Ils nous demandent d'en discuter. J'avais écrit au précédent gouvernement, qui s'est empressé de ne pas répondre parce qu'il allait y avoir les élections. On a écrit au nouveau et on ne va pas les lâcher. Par exemple, sur cette question-là, pour obtenir des modifications, sur celle-là et sur d'autres. Mais ça, c'est sur des raisons de fond. Hein, ceci étant, la mécanique, elle est malheureusement en branle d'une certaine manière. Et ça signifie aussi que il va falloir à la fois ce que Daniel expliquait également ce matin, hein, c'est à la fois, mes chers camarades, gagner les élections, certes, puis aussi, c'est lié, développer la syndicalisation. C'est les deux qui sont liés. Hein, et moi, je vous dis, je rêve d'une chose. Hein. Non pas, je ne suis pas Martin Luther King, hein, c'est pas ça. Mais je rêve d'un moment où nous serions assez puissants, pas simplement en élection, mais aussi en adhérents, pour qu'on puisse non seulement décider seul, mais faire tout seul. Vous imaginez qu'on n'ait rien demandé aux autres, que l'unité, on se la fait tout seul? Eh, ce serait quand même confortable. Hein. Et pour ça, il faut encore qu'on progresse. Hein. On n'y est pas encore, là. Hein. Mais en tous les cas, si on pouvait dire, allez, hop, et on fait, et puis on peut faire tout seul, et on ne demande rien aux autres, bon, on n'est pas encore dans cette situation. Parce que vous voyez bien, à chaque fois, les bagarres... Parce que la représentativité, ça a une conséquence aussi. C'est que ça a tendu encore plus qu'avant les relations entre les organisations. Hein. On est en campagne électorale permanente. Donc, moi, j'ai des DRH, des fois, qui me disent « Ah, monsieur Mailly, 6 mois avant les élections, on ne peut plus rien négocier. » Ben, vous n'avez qu'à dire que vous étiez contre. Hein. Vous ne l'avez pas dit, à un moment donné. Ah oui, vous êtes tous en concurrence. Ah oui, on est tous en concurrence. Parce que maintenant, les élections, ça a d'autres conséquences qu'avant. C'est le droit syndical, c'est le fait de pouvoir négocier. Donc, bah oui, la bagarre, elle est plus rude entre les syndicats quand il y a une campagne électorale. Vous évoquiez ce matin les élections TPE. C'est pareil. Vous savez pourquoi elles ont lieu, ces élections? Parce qu'ils ont eu la trouille. Qui? Le gouvernement précédent et les signataires de la position commune. Pourquoi ils ont eu la trouille? Ils se sont dit, bon allez, dans le privé, on va comptabiliser les résultats dans les élections, dans les CE et les DP, pour savoir qui est représentatif. Et après, ils se sont dit, merde. Enfin, ils ne parlent pas comme ça, ils sont polis. Il y a 4 millions de salariés à qui on ne demande pas leur avis. Hein, tous ceux qui travaillent dans les moins de 10. Imaginez que quelqu'un de tordu fasse un recours au Conseil constitutionnel. Et vous, par exemple. Pour dire, attendez là, vous avez mesuré la représentativité syndicale, mais vous avez oublié de demander à 4 millions de personnes. C'est pas 50 000. 4 millions de personnes. Et que ça invalide tout le calcul de la représentativité. Donc ils se sont dit, vite, il faut trouver un système. Donc ils ont inventé ces élections dans les TPE. Comme le disait Daniel, c'est quand même la première fois qu'on fait une élection, enfin les salariés, on les appelle à voter pour rien, enfin pour rien. Ils ne vont pas avoir de délégué, ils ne vont pas avoir un droit quelconque. Hein. En gros, on leur dit, vous allez voter pour dire qu'il est le plus beau. C'est ce qu'on appelle une élection sur cycle.
Hein, bon, alors, moi j'ai dit à l'époque au gouvernement, mais attendez, allez, il va quoi? Il va y avoir 7-8% de votants. Ah bon, on s'en fout, c'est pas notre problème, hein, ils avaient qu'à voter, hein, ils avaient la possibilité de le faire, après s'ils votent pas, c'est pas notre problème. Vous voyez bien, bon, ceci étant, les élections vont avoir lieu, elles ont lieu fin novembre, début décembre, sur vote par correspondance, vote par internet, et il va falloir qu'on fasse campagne. On l'a démarré, il y a des dépliants qui ont été faits, l'UD en fait, les fédérations en fait, la Confédération en fait, et comme vous l'avez dit plusieurs d'entre vous, moi je vous le dis, ça va se gagner sur le terrain, ces élections. Chaque fois que vous irez chez le dentiste, ça on n'y va pas toutes les semaines, mais ou chez le coiffeur, ou chez le garagiste, etc., bah oui, c'est ça les salariés de TPE. Ça veut dire qu'on connaît tous des gens qui travaillent dans des très petites entreprises. Eh bien, il va falloir les inviter à voter Force ouvrière. C'est là-dessus que cette campagne se gagnera. Hein. Il y aura tout le matériel, mais c'est pas suffisant. On a fait un site internet spécifique, c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on gagne les élections. Les élections, ça se gagne, là encore, sur le terrain. Voilà, mes chers camarades. Hein, donc, ça veut dire du pain sur la planche. Ça veut dire, ben, c'est pas fini, mais ça veut dire une situation qui sera pas simple. Ça, moi, sauf si... on peut toujours rêver, hein, tant mieux si j'y arrive, hein, sauf si on décide à la fin du mois enfin pas nous, mais décide de renégocier les traités, que la Banque centrale puisse prêter aux États, qu'on augmente le SMIC de 5%, les salaires dans la fonction publique, que l'État... Bon, ok. Tant mieux, hein, j'applaudis, je suis le premier à applaudir si c'est le cas. Bon, j'en doute un peu, je vous le dis clairement, j'en doute un peu. Alors donc si on en doute en fonction des décisions qui seront prises, eh bien, les instances de l'organisation prendront leurs responsabilités. Le gouvernement le sait. On ne cache pas les choses. Ils savent que si on est d'accord, on le dira, que si on n'est pas d'accord, on le dira, et que s'il faut mobiliser, eh bien, on fera tout pour mobiliser. C'est ça aussi, notre liberté et notre indépendance. Vive les syndicats Force ouvrière du Maine-et-Loire, et vive la Confédération générale du travail.